Tout de suite, magazine. C'était un ancien candidat à la présidentielle de 2018. Il est banquier, il est économiste international et il est aussi auteur du plan Marshall pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Et il est aujourd'hui l'invité de votre magazine Ici l'éducation. Avec lui, nous allons aborder cette problématique du plan Marshall de Noël Tiani dans le secteur de l'éducation. Monsieur Noël Tiani, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir ici. Alors, lorsqu'on parle du plan Marshall, lorsqu'on parle de Noël Tiani, on voit déjà une idéologie, toute une philosophie, la force du changement. Vous en avez même écrit tout un livre là-dessus. De quel changement s'agit-il? Il s'agit d'un changement non seulement qualitatif, mais également quantitatif. Qualitatif dans la mesure où nous voulons que le changement pour le développement de la République démocratique du Congo soit durable, soit soutenable. Pas des choses qu'on fait rapidement pour simplement le populisme, mais des choses qui vont amener la République démocratique du Congo à devenir un pays émergent à l'espace de 15 ans. Pour cela, nous avons besoin de la qualité, mais nous avons aussi besoin de la quantité parce que nous sommes 100 millions de Congolais. Nous voulons que tous les Congolais participent aux efforts de développement du pays. Pas qu'on ait une petite portion de personnes qui pensent qu'ils ont le destin de tout un peuple donc dans leurs mains. Nous voulons mobiliser toute la population congolaise. Chacun de nous doit participer. L'appropriation du programme. Si nous le faisons, nous allons arriver à réaliser l'objectif. Vouloir le changement, c'est une chose, mais avec quel capital humain? Vous avez eu par exemple la chance d'avoir des bourses pour étudier à l'étranger, mais aujourd'hui, ça n'existe presque pas. Oui, j'ai eu la chance d'obtenir la bourse du gouvernement zaïrois, à l'époque du conseil exécutif, c'est-à-dire du gouvernement de la République démocratique du Congo. Cette bourse, après avoir obtenu le diplôme d'État, m'a permis d'étudier en Belgique, en France et aux États-Unis. Après le diplôme d'État, j'ai obtenu 15 diplômes universitaires. J'ai obtenu le doctorat en sciences économiques et j'ai même fait des études post-universitaires à Harvard. Donc, je considère que c'est important qu'on puisse amener les étudiants congolais, les élèves congolais, non seulement à avoir la formation de base au niveau du primaire et du secondaire, en leur assurant l'accès de tous à l'éducation. Et je salue aujourd'hui les efforts du chef de l'État dans ce domaine-là qui a décrété ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement. Oui. Mais il faut aller au-delà de cela maintenant, parce qu'après le diplôme d'État, on n'a pas encore fait beaucoup de choses dans la vie. Il faut continuer à apprendre. Et pour continuer à apprendre, on a besoin du soutien de son gouvernement. Et dans mon cas, j'avais obtenu cette bourse du conseil exécutif. Je reste reconnaissant à la République démocratique du Congo, mais surtout, je reste reconnaissant à tout le peuple congolais, parce que chacun de nous a contribué à me faire étudier. Oui. Je voudrais que nous fassions la même chose pour la jeunesse aussi. Dans votre plan Marshall, le plan Marshall Noël Tiani, c'est comme ça que je l'appelle, vous envisagez mobiliser plus de 800 milliards, ce qui est quand même énorme en 15 ans pour un pays comme la République démocratique du Congo. Vous envisagez aussi investir dans les secteurs comme l'infrastructure, l'agriculture et tant d'autres. Mais on a comme l'impression que l'éducation n'est pas votre priorité. Non, pas du tout. L'éducation, c'est la priorité des priorités. On ne peut pas développer un pays sans avoir des ressources humaines de qualité. Quand je dis développer un pays, ça veut dire mener des programmes de réforme dans tous les secteurs. Le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, le secteur des infrastructures pour amener de l'eau potable dans toutes les maisons congolaises, de l'électricité dans toutes les maisons congolaises, pour pouvoir industrialiser le pays, pour continuer à avoir un système de bonne gouvernance au niveau des institutions publiques. Pour faire fonctionner l'État, on a besoin de ressources humaines de qualité. Donc, dans tous les secteurs, l'élément principal pour le développement du pays, c'est le capital humain. Donc, dans le plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC, nous mettons un accent particulier sur la formation des jeunes, sur la formation donc, du capital humain, c'est-à-dire à partir de l'école primaire. On doit assurer l'accès de tout le monde à l'éducation. C'est ce qui est le cas aujourd'hui avec la gratuité de l'enseignement? Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que la gratuité de l'enseignement reste encore théorique pour l'instant. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas encore accès à l'éducation. Et moi, quand je parle de l'éducation,
j'ajoute le mot éducation de qualité. De quel enfant parlez-vous? Parce qu'il y a plus de 10 millions d'enfants qui sont revenus à l'école déjà pour la première année de cette gratuité. J'arrive. Quand je parle donc de l'accès des enfants à l'éducation, je parle donc de l'accès de tous à l'éducation, j'ajoute le mot de qualité. Okay. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons des salles de classe, une salle de classe qui était conçue pour 20 étudiants ou bien élèves. On trouve 200 élèves assis par terre qui n'ont pas de bancs, qui n'ont pas de cahiers, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de matériel didactique. Ce n'est pas ça que j'appelle l'éducation de qualité. Nous ne voulons pas simplement donc remplir les salles de classe, nous voulons remplir les salles de classe de façon telle qu'il y ait un ratio, par exemple, de 25 à 35 élèves par enseignant, plus un assistant. Aujourd'hui, nous avons 200 enfants par enseignant, il n'y a même pas donc d'assistant et les enfants sont assis par terre, ils n'ont pas de matériel didactique, ils n'ont pas des ordinateurs pour étudier, ils ne sont pas capables de commencer à apprendre comment faire des recherches depuis l'école primaire. Et moi, j'ai visité plusieurs écoles. J'ai été ici à côté, j'étais très impressionné par l'Institut de la Gombe, je crois 1 et 2, mais je viens de voir aujourd'hui l'Athénée de la Gombe, c'est-à-dire, ça c'est l'Institut de la Gombe 3. Je viens de voir donc l'Athénée de la Gombe qui est totalement délabrée. Ce n'est pas ça donc le genre d'établissement scolaire que nous voulons pour la formation de nos jeunes de demain. Les infrastructures, ça reste toujours un processus. Demain, après-demain, les choses pourront revenir à la normale. Oui, mais il faut commencer à le faire. C'est pour ça que dans le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, nous avons prévu un certain nombre d'activités en cascade. Première chose, nous devons identifier toutes ces bonnes écoles-là qui nous ont formés, nous, quand on était petits. Athénée de la Gombe, ici à Kinshasa, à Bonsomi, à Andjili, il y a le collège Saint-Georges, où moi j'ai étudié donc en Gandanjika, il y a toutes ces écoles-là sur l'étendue du territoire national, mais qui sont totalement délabrées aujourd'hui. Je voudrais dans un premier temps qu'on puisse réhabiliter ce qui a déjà existé, qu'on réhabilite au niveau des standards internationaux. Ensuite, maintenant, qu'on puisse construire de nouvelles écoles en nombre suffisant pour qu'on puisse diminuer le ratio d'élèves par rapport donc à l'enseignant. Qu'on puisse partir donc de 250 élèves par classe pour arriver à des classes comme moi j'avais étudié, de 35 élèves au maximum par enseignant plus un assistant. Ensuite, comme si tout se ferait facilement. Mais tout doit être donc l'œuvre humaine. Il faut bien qu'on puisse planifier d'abord, commencer à exécuter. On ne doit pas s'estimer vaincu avant même de commencer. Donc, si on a planifié, si ces écoles dont je parle là ne sont pas imaginaires, ça existe aux États-Unis, ça existe en Grèce, ça existe en France, ça doit exister aussi à la République démocratique du Congo. Quand même aux États-Unis, ils ont des moyens énormes. Mais pourquoi la République démocratique du Congo n'a pas. Mais pourquoi pas? Mais je vais vous dire une chose, la République démocratique du Congo, c'est un pays très riche. Très riche, mais très mal. Ça reste théorique, ces discours. Ça fait des années qu'on entend ces discours. C'est pour cela que je vous avais dit, votez-moi président de la République. Vous allez voir que le discours allait se traduire dans la réalité. Vous savez ce que nous avons comme richesse? Vous n'êtes pas les Nous avons 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à combien? 38 000 milliards de dollars. Rien que ça, on est aussi riche que les États-Unis d'Amérique ou bien l'Europe occidentale combinée. Je ne suis pas le premier donc à le dire, mais je suis le premier peut-être à avoir conçu un plan de développement cohérent pour développer la RDC. Et ce plan de développement cohérent, vous savez d'où ça vient? Ça vient après 40 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du développement. Oui. Ça vient après avoir travaillé sur les 5 continents, sur 85 pays différents. Donc ce que je dis là, je l'ai fait ailleurs. Allez voir le Sénégal, allez voir l'Indonésie, les îles du Cap-Vert, les îles Barbades. Je l'ai fait ailleurs. C'est comme si vous preniez par exemple un joueur connu, c'est qui Trésor Mputu. Vous prenez la balle, vous le mettez seul devant le gardien et vous fermez les yeux, vous pensez qu'il va tirer à côté, il va marquer. Donc vous me mettez dans le domaine du développement, vous suivez donc ce que je propose dans le domaine du développement pour mon pays. Nous allons mettre en œuvre ce plan et nous allons développer la RDC. On a comme l'impression que les discours, oui, il y en a, mais la dimension théorique pratique... La dimension pratique, je le répète encore, je l'ai dit et je l'ai fait ailleurs avec succès. Si j'étais président de la République, voici ce que je proposais pour les enseignants. Un enseignant gagnerait combien par exemple? Voici ce que je proposais pour les enseignants, pour les militaires, les policiers, tous les fonctionnaires de l'État. J'allais introduire un système de salaire minimum garanti sur l'ensemble du territoire national d'au moins 1 000 $ par mois. C'est faisable. 1 000 $ américains par mois. C'est quand même trop, 1 000 $. Vous savez combien moi j'ai gagné quand je travaille? Je gagne quand je travaille? Je ne peux pas vous dire ça. C'est plusieurs fois ce montant donc de 1 000 $. Donc ce que je donne là, c'est le minimum possible. Et quand vous allez dans tous les pays du monde, vous allez trouver ça va se faire comment? Ça va se faire comment?
D'abord, il faudrait me demander combien ça va coûter ce plan. Et je vais vous dire d'où viendrait l'argent et comment on va payer tout le monde. Le plan, avant Covid-19, j'avais prévu un montant de 800 milliards de dollars sur 15 ans. Je l'ai revu maintenant après Covid-19 pour intégrer les défis que nous avons rencontrés avec la gestion de cette pandémie. Ce plan va s'élever à 1000 milliards de dollars sur 15 ans. Nous allons mobiliser cet argent-là comment? En grande partie sur des ressources intérieures de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire en combattant la corruption, la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics. Je n'ai aucune pitié pour les voleurs, pour les détourneurs de fonds publics. Vous prenez 1 centime dans les caisses de l'État, on va vous traiter de la même façon que celui qui a volé 1 milliard de dollars. On va vous arrêter, vous amener au tribunal, vous juger, vous condamner, vous mettre en prison pour 20 ans plus les années de suspension des droits civiques. Ça sera suffisant pour 1000 milliards? Ça sera suffisant, vous croyez? On va dégager, je vous donne l'exemple pour que vous puissiez comprendre très bien. Vous savez, actuellement, chaque année, la RDC perd de 10 à 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale, de détournement de fonds publics. Ce n'est pas Noël Tchani qui a inventé ce chiffre-là. C'est le professeur Luzolo Bambi qui a travaillé sur les cas concrets. Et il a estimé que chaque année, on perdait cet argent-là. Maintenant, il y a eu aussi une autre étude qui a été faite sur le cas de la RDC. C'était un panel des experts africains qui était dirigé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Il a dirigé cette mission ici au Congo. Et à la fin de la mission, ils ont conclu que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État. 85%. Je voudrais que les gens puissent, parce que je parle aux étudiants, il faudrait qu'ils fassent les calculs très rapidement. Si nous avons aujourd'hui un budget de 11,8 milliards de dollars, ce budget de 11,8 milliards de dollars représente simplement 15% de ce qu'on devrait avoir comme budget national. Parce qu'on dit 85%, ça nous est volé. Faites les calculs inverses aujourd'hui. Quand vous faites les calculs inverses, vous allez trouver que ce Congo peut mobiliser un budget annuel d'au moins 75 milliards de dollars par an. Loin des 800 milliards que vous avez proposé. Non, 75 milliards de dollars par an. Maintenant, les 800 milliards à 1000 milliards de dollars dont je parle, c'est sur une période donc de 15 ans. Prenez 75 milliards de dollars, multipliez déjà par 10 ans, vous avez 750 milliards de dollars. Maintenant, les 5 années qui restent, c'est la moitié de... Pardon. C'est la moitié donc de 750 milliards de dollars, disons 400 milliards de dollars. 400 milliards de dollars plus 750 milliards de dollars, vous êtes aux alentours donc de 1000 milliards de dollars que je cherche pour pouvoir mettre en œuvre avec succès le plan Marshall. Maintenant, quand on a mobilisé cet argent-là, c'est facile de pouvoir payer à tous les fonctionnaires de l'État 1000 dollars par mois au moins. Ça reste toujours facile théoriquement. Ça reste facile théoriquement, mais il faut d'abord essayer, il faut tenter. Moi, je vous dis que si je suis chef de l'État, tout celui qui va prendre 1 centime dans les caisses de l'État, il va se retrouver à Makala. Mais quand je vais le faire avec une personne, une deuxième, une troisième, devinez quoi? Tout le monde va se mettre au garde-vous. Très bien. Alors, lorsque vous regardez la formation qui est dispensée aujourd'hui au sein des enseignements supérieurs de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que ça vous dit? Je peux dire que nous sommes en train de nous tirer dans la patte. Pourquoi? Parce que l'enseignement n'est pas au niveau des standards internationaux. Je connais les écoles américaines parce que j'ai des enfants qui étudient donc là-bas. Et je connais les écoles ici aussi, je suis entré donc dans les classes. Je peux dire que nous sommes encore au niveau du Moyen-Âge. Les choses ont beaucoup évolué. Le Moyen-Âge, c'est quand même trop loin, c'est quand même trop dur. Non, je n'exagère pas, je voudrais m'expliquer. Quand vous arrivez aujourd'hui, vous savez aussi aux États-Unis d'Amérique, un enfant à l'âge de 5 ans, il sait lire et écrire correctement. À l'âge de 5 ans, c'est tout un programme américain pour ça. Il faut qu'on fasse la même chose pour nos enfants ici, parce que si l'enfant ne peut pas apprendre à lire et à écrire correctement à l'âge de 5 ans, il aura du retard pour le reste de sa vie. C'est la première chose. Maintenant, quand on va à l'école, maintenant au niveau du primaire, les enfants savent déjà comment faire des recherches sur Internet. De même, ils sont très avancés. Et moi, j'ai vu mes enfants venir me dire, papa, vous savez quoi, nous allons faire une expérimentation chimique. Ils vous mélangent des choses parce qu'ils ont appris cela au niveau de l'école primaire. Ici, on n'est pas encore donc à ce niveau-là. Vous trouvez aujourd'hui des salles de classe aux États-Unis où les enfants étudient et ils parlent avec leurs homologues au Japon et en Chine à travers donc des vidéoconférences. Ça mène l'enfant à se mettre au niveau des autres sur le plan international. Nous ne sommes pas encore donc à ce niveau-là. Vous trouvez aux États-Unis les enfants qui, chaque année, ils prennent ce qu'on appelle donc des voyages d'études. Ils partent donc de leur ville pour aller dans la ville voisine ou bien dans un état voisin.
Ici, nous ne sommes pas encore donc à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Et en plus de cela, le niveau des curricula. Je suis choqué, moi, de trouver qu'au niveau de l'école primaire, encore ici, on apprend des choses telles que le corbeau et le renard, la récitation. Ça n'existe plus, ces histoires-là. Les enfants, c'est dépassé. Donc, nous devons mettre les curricula au niveau pour que les enfants puissent apprendre des choses qui leur seront utiles dans la vie, plutôt que répéter ces histoires qui nous étaient léguées par des Belges avant la colonisation. Mais le problème aujourd'hui, c'est vous les politiques, c'est vous qui dirigez les pays, c'est vous qui mettez en place les différentes politiques pour que les pays avancent. Le problème, c'est à votre niveau, la population n'a rien à faire dans tout ça. Je voudrais vous corriger, moi je ne suis pas politique. Je suis vous êtes économiste? Je n'ai jamais travaillé dans la politique au Congo. Ce n'est pas parce que quelqu'un est allé sur le terrain de football, il a essayé de tirer la balle et il a raté le but qu'il est devenu footballeur. J'ai essayé donc... Il connaît au moins les principes, comment ça marche. Bon, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Donc je ne suis pas politique, je n'ai jamais occupé un poste politique dans mon pays et je déteste les politiciens d'ailleurs. Je vais vous dire pourquoi. Ils ont amené notre pays dans la situation catastrophique actuelle. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons connu combien de politiciens? Et vous savez où se trouve la RDC? Dernier dans le classement des pays d'après l'indice de développement humain. C'est-à-dire, nous sommes le pays qui a le niveau de vie le plus bas possible sur la planète. Ensuite, nous sommes le pays le plus corrompu du monde. Vous vous rendez compte quelle réputation nous avons? La gouvernance est tellement mauvaise que tous les indicateurs sont au rouge. Regardez par exemple notre monnaie aujourd'hui. Nous avons une monnaie de singe. Et nous avons un gouvernement, aujourd'hui les politiciens, vous savez, qui est un gouvernement qui est en train de voler sa propre population. Pourquoi? Parce qu'on paye tous les fonctionnaires de l'État au taux de $1 égale à 920 francs congolais. Mais la réalité sur le terrain, c'est que $1 égale à 2010-2020 francs congolais. Ça veut dire que le gouvernement vole sa propre population. En payant au taux de 920 francs congolais, on paye en réalité 45% de ce que chaque fonctionnaire de l'État ou chaque enseignant est supposé gagner. Mais quelle responsabilité au niveau gouvernemental? Monsieur Noël Tchani, concrètement, dans le secteur de l'éducation, qu'est-ce qui doit être fait pour que, évidemment, qu'on arrive à un pays où tout marche? Je voudrais qu'on ait un plan. Le plan qui n'est pas simplement limité au secteur de la santé, mais un plan Marshall pour le développement de toute la RDC. Maintenant, en ce qui concerne le secteur de la santé, je veux, que nous puissions réhabiliter toutes les écoles anciennes, toutes les écoles existantes, les mettre au niveau des standards internationaux. Je donne un exemple aujourd'hui. Quand on parle de mesures de distanciation sociale pour qu'on puisse respecter une certaine distance entre les élèves, quelle est cette école de la RDC qui est au niveau des standards internationaux? Aucune. Nous devons réhabiliter ces écoles-là et ensuite construire de nouvelles écoles en ayant comme objectif d'avoir dans chaque classe pas plus de 35 élèves ou 35 étudiants, 35 élèves. Avec la croissance démographique actuelle? C'est faisable. Ces choses-là se planifient. Donc laissez-moi terminer les idées d'abord. Une fois qu'on a réhabilité les écoles existantes, on a construit de nouvelles écoles en nombre suffisant. Maintenant, nous devons penser à revoir les curricula, c'est-à-dire les programmes des études. On doit les mettre au niveau des standards internationaux. Balayons les curricula que nous avons aujourd'hui, les programmes d'études que nous avons, enlevons ces choses-là qu'on répétait donc à l'époque coloniale pour pouvoir adapter l'enseignement aux besoins réels donc, du pays. Et ensuite, une fois qu'on a mis à jour donc, les curricula, je voudrais qu'on puisse penser au programme de recrutement des enseignants en nombre suffisant. On doit avoir pour chaque classe un enseignant et un assistant pour chaque 35 élèves. Donc, si on n'a pas ça, nous sommes en train de nous tirer donc, dans la patte. Une fois qu'on a fait ça maintenant, on doit penser au programme de formation continue des enseignants. Chaque année, les enseignants doivent non seulement apprendre des cours, pour se mettre à jour, mais ils doivent même passer des examens pour avoir des cours de certification, pour qu'on puisse donc s'assurer qu'ils sont toujours à niveau dans leur domaine. Et après, il faudrait passer au système de rémunération. La rémunération doit être adéquate. Le gouvernement doit se faire violence pour que tous les fonctionnaires de l'État soient payés correctement afin qu'ils continuent à être motivés. Je suis allé parler dans plusieurs écoles, à Bonsomi, à Notre-Dame de la Providence, je suis allé même en Bazangungu, ainsi de suite. Mais partout, la chanson est la même. On parle de la gratuité de l'enseignement, mais sur le terrain, on a enlevé les frais que payaient les parents, mais on n'a pas apporté donc une aide budgétaire qui vient du gouvernement. Comment voulez-vous que ces écoles-là puissent fonctionner? On est en train donc de tuer l'éducation au lieu de pouvoir améliorer l'éducation. C'est un processus. Ça commence quelque part. Il faut avouer qu'il y a quand même une certaine volonté. Mais il faut planifier. Ça ne va pas se faire d'un coup et puis tout est résolu. On va y aller mollo mollo. Oui, mais il faut planifier. Il ne faut pas décréter une mesure sans avoir étudié et sans avoir eu des mesures
d'accompagnement pour que ça ne puisse pas échouer. Ça n'a pas été étudié? Ça n'a pas été bien étudié. Ça, je suis désolé de vous le dire. Ça n'a pas été bien étudié. Je vous dis que je suis allé dans les écoles où j'ai trouvé des enseignants qui me disent, nous voulons bien enseigner. Mais comment voulez-vous que je puisse continuer à venir enseigner les élèves aujourd'hui si je suis incapable de payer même le transport pour partir de chez moi à l'école tous les jours, parce que ces frais-là étaient couverts par les parents. Quand on les a supprimés, il faut que l'État immédiatement prenne la relève. Et l'État n'a pas planifié ça. Ça vous arrive d'être à la place de tous ces parents qui aujourd'hui, qui avaient 3-4 enfants, qui étudiaient avec un coût parfois trop élevé, mais qui aujourd'hui ne payent plus que plus rien? Ça vous arrive aussi de vous mettre à leur place? Les bénéfices qu'ils ont aujourd'hui? Mais je suis un parent et vous savez quoi? Je me mets à la place donc de ces parents-là. Mais j'ai aussi une autre préoccupation que ces parents ont aussi. La préoccupation, c'est quoi? Ce n'est pas simplement m'enlever la charge pour que je ne puisse plus payer, mais m'assurer que les enfants continuent à bénéficier d'une bonne éducation, d'un bon encadrement, pour qu'à la fin de la journée, ils ne soient pas sacrifiés. Il ne faut pas sacrifier la qualité parce qu'on enlève simplement les frais que doivent payer les parents. Il faut que ça soit bien étudié de façon telle que, à la minute qu'on enlève les contributions des parents, l'État steps in, comme on dit en anglais, l'État prend la relève et continue maintenant à payer avec des allocations budgétaires pour que l'enseignement continue à être de qualité. C'est un travail qui s'est fait déjà, qui est en cours, mais peut-être qu'on va attendre les résultats d'ici quelques années. Moi, je ne vois pas les résultats de cette gratuité cette année. Peut-être que ça viendra dans les jours qui viennent. Peut-être que c'est ce que vous... Si vous ne voyez pas les résultats de cette gratuité, moi, je vois autre chose. À l'immédiat? Moi, je vois dans l'immédiat la détérioration de la qualité de l'enseignement. Pourquoi? Parce que je vous assure que les professeurs, les enseignants sont en train de pleurer. Moi, j'ai des membres de ma famille qui sont des enseignants. Vous avez toujours milité pour une éducation gratuite, mais aujourd'hui, c'est le cas. Mais je vous dis bien que j'ai toujours milité pour l'éducation gratuite, j'ai toujours milité pour l'éducation de qualité, mais aujourd'hui, on a la gratuité, mais qui n'est pas accompagnée de la qualité. Il faut d'abord... Je félicite le début. Je félicite ceux qui ont pris la décision là, dans un début. Mais je dis bien qu'il faut que ces mesures soient bien étudiées pour que ça ne puisse pas être un cauchemar pour la jeunesse congolaise. Monsieur Noël Tchani, qu'est-ce que vous avez déjà fait dans le secteur de l'éducation? Ce que j'ai déjà fait dans le secteur de l'éducation, j'ai fait beaucoup de choses. La première des choses, c'est que j'ai beaucoup publié. Quand je publie, ces livres-là sont disponibles donc à tous les enfants congolais. C'est une façon, ça coûte, mais c'est ça la vie. Donc ça coûte, mais il faut que ces livres-là, qu'il y ait des bonnes idées, des idées mises à jour qui permettent aux enfants d'apprendre ce qu'il faut connaître. C'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, j'enseigne. J'ai enseigné au niveau, en faisant des conférences. Je suis maître de conférences. J'ai fait des grandes conférences dans des grandes universités ici. J'ai parlé à l'IPEN, à l'ISP Mbazangungu, à l'université protestante. Je suis supposé animer une conférence à l'université catholique. Et je suis en train d'être sollicité pour être professeur à temps plein à l'université de Kinshasa. Et je vais faire le tour de la République. Donc, ça, ce sont des choses que j'ai fait dans le domaine de l'éducation. Mais en plus de cela, aussi, il y a quelque chose de particulier que j'ai fait pour la jeunesse congolaise. Je voudrais leur servir simplement de modèle. Qu'on me regarde et qu'on se dise, ce monsieur-là, c'est un petit garçon congolais comme tous les autres, sorti même pas de Kinshasa, de Nganajika, une petite localité en République démocratique du Congo, mais qui n'a pu arriver là où il était, aux États-Unis d'Amérique, en France, en Belgique, en Grèce, un peu partout sur les 5 continents. Il n'a pu arriver là-bas que grâce à l'éducation. Je veux que les enfants congolais émulent mon exemple en se disant, après le diplôme d'État, on ne s'arrête pas là. Et je voudrais d'ailleurs les mettre à défi. Moi, j'ai obtenu 15 diplômes universitaires après le diplôme d'État. 15 diplômes. 15 diplômes d'État. Il inclut le doctorat en sciences économiques. C'est quoi votre secret? Je voudrais d'abord, en plus de, à part le doctorat en sciences économiques, j'ai même fait des études post-universitaires après le doctorat. Je voudrais que les enfants congolais me battent sur ce domaine-là. C'est-à-dire, moi, j'ai eu 15 diplômes. Vous, je voudrais que vous ayez au moins 16 diplômes. Si vous le faites, je crois que ce Congo sera un meilleur pays que ce que nous avons aujourd'hui. Alors, le secret, c'était simplement l'amour de ce que je fais. Très tôt, j'ai identifié ce que je voulais faire dans ma vie. Je voulais connaître l'économie. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai recopié la signature du gouverneur de la Banque centrale. J'ai dessiné les pièces de monnaie, les billets de monnaie. Je savais que c'était écrit quelque part, le contrefacteur est puni de servitude pénale. Je savais imiter la signature d'Albert Ndele et consorts. Et alors, je voulais devenir comme Albert Ndele. Et en cherchant donc à devenir comme Albert Ndele, j'ai identifié qu'il fallait étudier les sciences économiques, aller jusqu'au doctorat, étudier les finances, les marchés financiers, et c'est ce que j'ai fait.
Est-ce que tout aujourd'hui ne se résume pas, par exemple, à l'orientation scolaire? Lorsque des jeunes qui finissent déjà au niveau secondaire, lorsqu'on voit Noël Tchani, ils veulent du coup devenir aussi économistes sans étudier les contextes dans lesquels ils sont en train d'évoluer. Est-ce que ce n'est pas ça les problèmes à la base? Oui, moi je crois, c'est pour ça que je dis que nous devons adapter notre éducation aux besoins réels du pays. Noël Tchani n'est pas devenu ce qu'il est aujourd'hui juste comme ça du jour au lendemain. Et je suis allé progressivement et j'ai regardé autour de moi, j'ai adapté mes ambitions à mes modèles que j'identifiais au fur et à mesure que j'évoluais. Donc il faut que chaque enfant congolais regarde dans la société et se dise qu'est-ce que je vais devenir donc dans 30 ans. Si vous identifiez cette personne-là, informez-vous qu'est-ce qu'il a pu étudier. Une fois que vous connaissez ce qu'il a pu étudier, essayez d'étudier, de faire comme lui ou peut-être de faire mieux que lui. Et si vous le faites, je suis sûr que vous allez y arriver. Monsieur Noël Tchani, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Un dernier mot peut-être à tous ces étudiants, tous ces élèves qui peuvent désormais vous prendre comme exemple et qui ont aussi l'ambition de devenir comme vous. Un mot à leur endroit. Je voudrais que les enfants congolais réalisent qu'il est possible de développer notre pays. Mais pour développer la République démocratique du Congo, nous aurons besoin d'avoir des hommes et des femmes de qualité. Ces hommes et les femmes de qualité doivent combiner un certain nombre de valeurs. La première des valeurs à avoir, c'est terminer les études, étudier normalement. Ça ne sert à rien d'aller à l'école et de corrompre pour obtenir donc des points passés d'une classe à l'autre, parce que je connais beaucoup d'enfants qui ont obtenu les diplômes de licence. Une fois qu'ils ont ces licences-là, ils sont incapables d'écrire donc une phrase correctement. Vous aurez gaspillé votre temps en allant à l'école. Étudiez sérieusement, apprenez pour que vous puissiez, quand vous obtenez un diplôme, votre niveau puisse refléter donc ce diplôme-là. Alors, étudiez jusqu'au bout. Quand vous allez étudier jusqu'au bout dans votre domaine, cherchez à devenir le meilleur qui existe dans ce domaine-là. Et cherchez donc à vous comparer avec les autres enfants. Ne pensez pas que les Congolais vivent sur une planète tout seul. Le Congolais vit sur la même planète avec les Américains, les Japonais, les Asiatiques et consorts. Cherchez à être au même niveau que ces autres enfants. Et je pense que si nous le faisons, la République démocratique du Congo va prendre avantage de votre connaissance, de vos connaissances en tant que capital humain. Et nous allons nous développer pour mettre ce pays au profit donc de tous. Merci beaucoup, M. Noël. C'est à moi de vous remercier. Voilà, ça n'est fini pour ces numéros que nous avons proposés. Nous vous avons proposé parce que avec Noël Tchani, nous avons parlé de son plan Marshall dans le secteur de l'éducation. Vous avez entendu ces explications. Et donc, on va se retrouver très prochainement avec un grand plaisir.